Le 1er septembre 2025, j'ai rendu ma démission de mon poste de professeur agrégé de philosophie de l'enseignement public français, poste que j'assurais depuis 2003, date de ma réception au concours de l'agrégation de philosophie dans l'Académie de Poitiers. En effet, à partir du mois de mai 2021, j'ai été l'objet de persécutions administratives, politiques, directement instrumentalisées par le pouvoir politique français, par le président Macron et son équipe, qui sont partis d'une analyse dans ce qu'ils ont appelé leur guerre informationnelle contre les panafricanistes. Ils sont partis d'une analyse, la perte d'influence de la France en Afrique serait due essentiellement à l'action de personnes qui, à travers des livres, à travers des vidéos, à travers des images, critiquent la politique de la France en Afrique. À partir de cette analyse superficielle de la chute de l'influence de la France en Afrique, ils ont fait une liste de gens qui devaient payer pour avoir provoqué la dégringolade de l'ancienne puissance négrière, coloniale, et néocoloniale et impérialiste. J'ai eu le malheur d'être dans cette liste. À partir de cet instant, alors même que sous les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande, avant le président Macron, j'écrivais des livres, j'en ai écrit plus d'une quarantaine, critiquant la politique africaine de la France, on me convoque au secrétariat général du rectorat de l'Académie de Rouen pour me dire, Paris nous a appelés pour vous dire, monsieur Niamsi, on ne vous reproche rien dans votre travail de professeur. Vos états de service sont excellents. Mais Paris nous appelle pour dire que vous devez cesser vos critiques de la politique africaine de la France. Parce qu'on estime que c'est incompatible avec vos fonctions de professeur de l'enseignement public. Or, en France, il est de notoriété que des tas de professeurs s'expriment dans toutes sortes de médias. Mais sous M. Macron, quand on est professeur et qu'on s'exprime, on doit soutenir la politique du gouvernement. Sans quoi, alors, c'est la baguette qui tombe, c'est la matraque qui tombe. Les bras m'en tombaient, car par la suite, il y a une série de persécutions que je vais subir. On me convoque par 3 fois en conseil de discipline, on me fait des suspensions de salaire, bien que les conseils de discipline n'aient pas voté contre moi. Parce que les conseils de discipline académiques sont paritaires. Il y a les représentants de l'administration et les représentants des corps des professeurs. Et s'il y a une sanction, celle-ci doit être l'objet d'un vote. Et c'est à la majorité que la sanction est votée. À tous les conseils de discipline où M. Macron, à travers l'administration de l'Académie de Rouen, m'a fait traîner, il n'a pas pu obtenir la majorité. Les collègues rassemblés ont voté contre la sanction à partir d'un simple constat, mais M. Niamsi ne fait pas profession de ses idées politiques quand il enseigne la philo. Il ne le fait pas dans les classes, on ne lui reproche rien dans son travail. Vous lui reprochez ce qu'il publie sur Facebook, ce qu'il publie sur Twitter, X ou sur YouTube ou sur TikTok, mais ça, c'est le tribunal correctionnel qui peut en aviser. C'est pas vous, en tant que président de la République, qui avez à dire aux professeurs les opinions politiques qu'ils ont à avoir. Alors, par la suite, je vais avoir des suspensions de comptes, tous mes comptes bancaires fermés sans motif. Je me retrouve avec une solde de fonctionnaire qui est versée, mais pas de compte pour la recevoir. Ça pendant 3 mois. Je vais avoir des suspensions de salaire. On me prive pendant 3 mois de salaire. Je vais avoir par la suite, et ça continue, des harcèlements aux aéroports. Quand j'entre en France et quand je sors de France, j'ai toujours des gardes à vue qui vont de 15 à 30 minutes. Là, en venant en Russie, cette fois-ci, j'ai fait l'objet d'une rétention inexpliquée de mon passeport et de mes cartes d'embarquement pendant 30 minutes par des agents de police qui recevaient des ordres d'une personne invisible qu'ils écoutaient au téléphone. Et c'est comme ça depuis 5 ans. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont augmenté arbitrairement mes impôts. Je suis passé d'impôts que je payais à 6 ou 7 000 euros pour l'impôt sur le revenu avec des revenus stables. Je suis passé de ça au triple. Ils ont augmenté de presque 150% mes impôts. Et parce qu'avec mes avocats, nous résistons à chaque fois. Il y a un collectif formidable d'avocats mobilisés autour de maître Ndjifutao Woshawa Aboubekr et d'une dizaine d'avocats venus de partout. Nous avons fait toutes les procédures qu'il faut. Et là, on demande à savoir pourquoi je suis augmenté de 3 fois plus d'impôts que d'habitude. La réponse ne vient pas, la réponse viendra par un prélèvement à la source de mon salaire de 60%. C'est-à-dire que, comme je refuse de payer un impôt injustifié, M. Macron fait saisir mon salaire pendant que j'enseigne plein pot. Et ça, du mois de février au mois de septembre 2025. Alors, dans ces conditions, travailler pour ne pas avoir le salaire qu'on mérite, travailler pour être harcelé dans son travail pour des raisons
professionnelle devenait impossible pour moi. J'ai compris que M. Macron me demandait de choisir entre le poste de professeur de philosophie de l'enseignement public en France et ma conscience. J'ai choisi ma conscience. Et je pense pouvoir montrer, et je le montrerai, qu'un Africain, qui plus est un intellectuel, un philosophe, a vocation à vivre conformément à sa conscience et à s'organiser pour satisfaire ses besoins sociaux, économiques, ses besoins culturels, ses besoins professionnels, sans renoncer à sa liberté de penser. C'est ce choix que j'ai fait. C'est un choix difficile, mais c'était un choix nécessaire. Et il permet aussi à beaucoup d'autres Africains et d'Africaines qui sont devenus des citoyens européens, américains, je ne sais pas, citoyens de tous les pays étrangers, de comprendre que nous n'avons pas à vendre notre âme parce qu'on nous a accordé de devenir des nationaux d'un pays d'adoption ou d'exercer notre fonction dans ce pays. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des consciences, nous sommes des personnes. Et le continent dont nous venons est le plus riche du monde. Il n'y a aucune raison qu'on nous piétine. Mais est-ce que vous estimez encore aujourd'hui que la France est un lieu sûr pour vous, étant donné la répression de toutes les voix dissidentes et de tous les panafricanistes en France, notamment Nathalie Yamb, Kémy Séba, Nathalie Yamb qui avait littéralement interdit... Elle était interdite de toute l'Union européenne. Voilà, ouais. Effectivement. Est-ce que c'est un lieu sûr? Mais la réponse est toute simple, Mariam. Est-ce qu'il y a un lieu sûr sur la Terre? Le World Trade Center, c'était un lieu sûr, non? Moscou, la ville où nous sommes, a connu des attentats terroristes, non? Paris, le Bataclan, 13 novembre 2015, il n'y a pas eu d'attentats terroristes? Mais par ailleurs, pour ceux qui résistent contre les pouvoirs, mais combien d'Africains, combien de résistants africains ont trouvé la mort, justement, en Afrique, et combien ont trouvé la mort en Europe? Moi, je pense qu'il n'y a pas de lieu sûr pour celui qui résiste. Il n'y a pas de lieu sûr. Il n'y a pas de confort dans la résistance. Il n'y a pas un endroit où on peut se cacher en disant « en résistant ici, il ne peut rien m'arriver ». Moi, j'ai réglé cette question-là, la question de la peur pour ma vie ou pour la vie des miens, et je la résous sur le plan du destin et de la spiritualité. Nous mourrons le jour où il faut que nous soyons morts. Et peu importe la manière dont nous avons vécu, il y a un jour où il faut que nous soyons morts. Ça ne veut pas dire qu'on doit être imprudent, mais moi je dis qu'il y a des millions d'Africains qui vivent dans les diasporas. Si chaque fois que nous sommes l'objet de persécutions, nous battons en retraite, nous qui pourtant portons la parole de ces opinions, de ces communautés africaines, quel est le message que nous envoyons? Si moi, je dois trembler parce que M. Macron me persécute, ces millions d'Africains de France, dont certains sont devenus des Français, ils vont devenir esclaves si je me soumets. Si je fuis, par exemple. Si je prends mes jambes à mon cou, après avoir été celui qui dit « faisons-nous respecter », en France comme partout ailleurs, en défendant l'idéologie panafricaine. Nous n'avons pas à raser les murs du monde. Les Africains viennent de la première civilisation de l'humanité. L'humanité, la Terre a été peuplée à partir de l'Afrique. Nous n'avons pas à raser les murs, à baisser les yeux. Nous avons à être fiers de ceux de nos ancêtres les plus glorieux, de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait respecter les Africains partout sur la Terre. Donc pour moi, la question de la sécurité, elle se pose partout. Elle se pose ici, elle se pose en Afrique, elle se pose en France. Et mon destin personnel à moi, je crois qu'il dépend de 3 facteurs. Moi-même, ceux qui m'entourent, vous, moi, n'importe qui, les États, les communautés, les hommes, mais le plus grand de tous, celui qui m'a créé. J'ai une foi, non pas une foi irrationnelle, j'ai une foi rationnelle, je suis convaincu, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Moi, je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il existe. Et que par conséquent, quand il faudra que je ne sois plus là, je ne serai plus là, je serai ailleurs. Alors parlons à présent de vos ouvrages. Vous avez publié à la fois des essais politiques, des œuvres littéraires et même philosophiques. Vous avez plus de 40 ouvrages à votre actif. Quel est celui qui vous a le plus marqué, celui que vous préférez, ou alors celui qui a eu plus de succès? Alors, il y a une phrase de Heidegger que j'aime beaucoup qui dit que la célébrité n'est que la somme des malentendus qui se forment autour d'un nom. Et c'est vrai de ceux qui écrivent, que quand on leur demande, plusieurs années après qu'ils aient écrit, qu'ils aient produit des livres, lequel est le meilleur, ils ont tendance à aller vers l'ouvrage qui les a le plus fait connaître, l'ouvrage que le public a le plus apprécié. Moi, je n'ai pas ce penchant. Je ne crois pas que le best-seller soit nécessairement le meilleur livre d'un écrivain. Pour moi, le meilleur livre d'un écrivain, c'est toujours une idée centrale, une intuition forte, qui gouverne sa pensée et sa conscience. Et il essaie de l'exprimer à travers tout ce qu'il dit. En fait,
On peut dire que tous les penseurs disent une seule et même chose, mais comme ils ne parviennent pas à l'exprimer correctement, ils la disent de plusieurs façons. Ils écrivent plusieurs livres, ils publient des œuvres, ils font des rencontres pour dire plusieurs choses. Donc pour moi, je serais plutôt flatté qu'on s'intéresse à mon œuvre et que l'on cherche ce que cet homme-là veut dire, ce qu'il a voulu dire en tant que tel. Maintenant, que chacun apprécie une œuvre davantage qu'une autre, tant mieux. Je suis moi aussi parfois fasciné par le fait que certaines de mes œuvres intéressent plus les lecteurs, les lectrices que les autres. Mais je les aime toutes, parce qu'elles sont toutes à la fois mes forces et mes faiblesses. D'accord. Réponse très politisée. Hein. Alors, certains de vos détracteurs vous reprochent en ton tranchant, parfois provocateur. Considérez-vous cela comme un style nécessaire pour éveiller les consciences des jeunesses africaines ou alors une simple conséquence de votre personnalité? Alors, moi je me bats pour 4 grandes causes que j'ai souvent énoncées très clairement. Il faut que toutes les troupes néocolonialistes et impérialistes qui occupent le sol africain partent. Il faut que les puissances étrangères arrêtent de nous imposer des dirigeants que nous n'avons pas choisis librement, nous, Africains. Il faut qu'on arrête de nous imposer des unités monétaires, des conditions économiques de spoliation. C'est le cas de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Il faut qu'on arrête de nous dire que nous, Africains, ne pouvons pas bâtir nos institutions sur notre propre civilisation, sur nos propres traditions. Donc le chantage à la démocratie, la propagande démocratique, droits de l'homiste, bonne gouvernementaliste, etc. Il faut qu'on arrête de penser que nous, Africains, ne sommes pas capables de produire, et nous produisons nous-mêmes, à partir de notre expérience, des institutions qui conduisent à un état de droit africain. Voilà les causes pour lesquelles je me bats. Alors, ceux qui me détestent sont des gens qui sont opposés à ces causes. Ils veulent que l'Afrique reste sous occupation militaire étrangère. Ils veulent que le franc CFA continue de survivre. Ils veulent que des puissances étrangères continuent à choisir les dirigeants africains. Enfin, ils veulent que les Africains continuent à s'exprimer essentiellement en français, en anglais, bref, dans les langues étrangères à l'Afrique, et que les Africains ne s'inspirent pas de leur propre tradition pour créer des institutions. Voilà les ennemis que j'ai, je les mérite. Mais il faut souligner une chose, Mariam. Tous ceux qui sont opposés à ces 4 causes, qui sont mon engagement dans le siècle, sont des gens qui sont en réalité du côté de ceux qui administrent la malmort à des millions d'Africains chaque année, et cela depuis des siècles. C'est une question de vie ou de mort. Pour les Africains, en Afrique et dans les diasporas, la libération concrète de l'Afrique. Donc vous pouvez comprendre que quand on a à affronter des gens qui ont le mépris de votre vie, le mépris de la vie de millions, de centaines de millions, voire de milliards d'Africains, on soit obligé d'utiliser non pas simplement le langage de l'olivier et de la colombe, mais celui de la plume et même parfois celui de l'épée. Les dirigeants ouest-africains qui combattent le terrorisme ne peuvent pas caresser les terroristes. C'est dommage, hein. On ne peut pas caresser un terroriste. C'est quelqu'un qui vient vous tuer. Donc vous devez avoir un système de défense pour l'éliminer avant qu'il vous élimine. Mais sur le terrain de la pensée, on a, et on en parlera, on a des terroristes de la pensée. J'ai élaboré, lors de ma conférence récente au Burkina Faso, où j'étais invité aux universités africaines de la communication de Ouagadougou, j'en étais l'invité spécial, j'ai élaboré le concept de terrojournalisme. C'est quoi le terrojournalisme? C'est la production d'artefacts audiovisuels, écrits, qui semblent être de l'information et même de la communication, mais qui ont pour but d'entretenir des peuples entiers du monde dans la peur, afin d'imposer à leurs dirigeants et à leur gouvernement le pillage permanent de leurs ressources stratégiques. Les terrojournalistes, on les trouve à foison sur France 24, sur TV5, dans Jeune Afrique, etc. J'analyse tout cela. Mais alors, ces gens-là, vous vous rendez compte, ils sont co-responsables de tragédies humaines. Quand vous avez donc à porter la parole de ceux qui subissent les conséquences de cette pensée néocolonialiste, impérialiste, dictatoriale, de cette pensée raciste contre les Africains, mais il vous faut avoir de la pêche, hein, et il vaut mieux que vous soyez en bonne santé. Parce qu'ils ne vous feront pas de cadeaux et vous n'avez aucune raison de leur en faire. C'est une lutte à mort. C'est une lutte à la vie, à la mort, entre l'Afrique et ses ennemis. Alors, on me reproche d'être tranchant, bien souvent quand on se trouve du côté des ennemis de mon peuple, des ennemis de ma communauté, de ceux qui veulent que les Africains soient des subalternes éternels. Pour tous les autres, ceux qui partagent avec moi cet idéal de fraternité, de solidarité, de vérité et de justice, je crois que je suis l'un des hommes les plus doux que l'on puisse connaître.
D'accord. Vous évoquiez déjà votre passage à Ouagadougou. Vous avez notamment fait connaître votre livre « L'impérial terrorisme ». Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on parle maintenant. Ça a fait déjà grand bruit malgré le fait que vous ayez publié Il y a eu plus de 40 000 ventes déjà en cette année. Est-ce que vous pensez que ce sera votre prochain best-seller? Alors, en tout cas, c'est pour le moment mon best-seller. C'est mon livre le plus vendu. J'ai jamais vendu 40 000 exemplaires d'un seul de mes livres avant celui-ci. Ce livre établit une vérité essentielle pour notre temps. L'Afrique n'est pas agressée pour des raisons religieuses. On a élaboré un plan, un stratagème pour salir l'islam, pour cacher derrière la religion islamique un plan de recolonisation impérialiste de l'Afrique. On a créé dans les années 80 Al-Qaïda. C'était pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Ce sont les services américains qui ont créé Al-Qaïda. C'est scientifiquement documenté. On a créé dans les années 2000 l'État islamique. Et l'actuel président américain, Donald Trump, nous dit c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'État islamique. D'autant plus qu'on a établi, et maintenant ça ce sont les documents américains déclassifiés, on a établi des financements directs d'institutions comme l'USAID américaine aux organisations terroristes. De nombreux sénateurs l'ont reconnu et l'actuel chef du renseignement américain, Mme Tulsi Gabbard, a publiquement témoigné devant le Sénat sa honte de voir son pays collaborer avec ceux-là même qui ont tué des soldats américains et qui déstabilisent le Moyen-Orient depuis plusieurs années, déstabilisent l'Afrique, qui ont saccagé la Libye, déstabilisé le Sahel. Donc ce livre a été consacré à rassembler les preuves occidentales de l'implication directe de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique à travers des organisations apparemment religieuses cachées derrière le concept de djihadisme, mais qui sont en réalité des organisations de mercenaires dont le but est très simple. Il faut terroriser les Africains pour imposer aux Africains d'accepter des conditions de prédation, de spoliation de leurs matières premières stratégiques. Pour leur prendre l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium, il faut maintenir les Africains en état de guerre. Et en leur proposant de l'aide dans la lutte antiterroriste, on en profite pour les réoccuper militairement. On en profite pour imposer des petits valets de l'impérialisme et du néocolonialisme dans les palais présidentiels. Et on en profite pour remettre les multinationales occidentales et moyen-orientales sur tout le continent et ainsi s'assurer que les matières premières stratégiques dont ce continent regorge vont alimenter ad vitam aeternam l'économie du Grand Nord. Et donc, dans le livre, je n'ai rassemblé que des preuves américaines officielles, des preuves européennes officielles, des preuves françaises officielles. L'avantage du livre, c'est que j'y applique la méthode de l'art de manger mon piment dans la bouche de l'ennemi. C'est un proverbe africain qui dit que quand on veut confondre l'ennemi, il faut manger son piment dans sa bouche. Métaphoriquement, ça veut dire qu'il faut lui faire dire lui-même ce qu'il accuse. Et en effet, ce sont les documents officiels américains, déclassifiés par l'administration de Trump, à travers d'ailleurs Mme Tulsi Gabbard et le milliardaire détenteur de X Twitter, Elon Musk. Ce sont ces documents qui sont cités. Ce sont les documents de France 24, reconnaissant que la France est le premier financier par la méthode des rançons des djihadistes au Sahel. Ce sont les documents de l'Union européenne documentant la naissance d'Al-Qaïda et de l'État islamique, les documents officiels américains. Ce sont les documents de Wikileaks, le fameux scandale avec Julian Assange, où on retrouve les mails de Mme Hillary Clinton avec son conseiller Sidney Blumenthal, qui explique qu'il faut tuer Kadhafi, il faut détruire la Libye parce que Kadhafi risque de détrôner le dollar, détrôner l'euro et détrôner le franc CFA. On retrouve les conversations directes entre Lavrov et Fabius en 2013, où Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, fait remarquer à Fabius « Mais écoutez, vous nous demandez de ne pas faire veto à votre intervention, on est en 2013 au Mali, mais vous vous préparez à combattre, mon cher Laurent Fabius, ici au Mali, les terroristes que vous avez armés là-bas en Libye. » Et la réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. On retrouve toutes ces preuves qui mettent à bas le narratif d'un soi-disant djihadisme, d'une soi-disant guerre religieuse, de musulmans qui voudraient forcer des populations musulmanes. Davantage de division en Afrique. Mais écoutez,
on prétend qu'on veut islamiser des musulmans. Le Mali, c'est 80% de musulmans. Le Sahel, c'est 80% de musulmans. Et ce sont les musulmans qui sont attaqués par ces terroristes qui prétendent vouloir leur imposer l'islam. Il y a un petit problème. Je suis déjà musulman, tu me tues pour que je sois ce que j'étais. En fait, c'est un faux narratif, ça ne marche pas. Et le livre, c'est vraiment la démystification totale de ce narratif, Marianne. Et ce livre mérite d'être lu parce qu'il dédouane non seulement la belle religion musulmane, que les Africains connaissent et qui se pratique dans la paix aux côtés du christianisme et de notre culte traditionnel, qui est plus ancien d'ailleurs que ces religions, eh bien, le livre permet également de responsabiliser les gouvernements occidentaux dans l'expansion du terrorisme et de déniaiser les opinions qui étaient dans le narratif djihadisme, fanatisme religieux. Ça n'a rien à voir, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des musulmans qui tuent en Afrique, ce sont des mercenaires, eh bien, des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Le livre en est la preuve absolue. Aucun procès en diffamation depuis qu'il est sorti au mois de février, parce que le livre est en réalité bétonné, il est implacable. Alors, c'est une contribution qui a pour but d'appeler les gouvernements africains à prendre leurs responsabilités, à revoir les relations diplomatiques en fonction de ces faits, appeler les juges africains à condamner les organisations terroristes, les auteurs et les États qui parrainent ces organisations. Et je salue la naissance de la Cour internationale pénale du Sahel, qui va juger de ces affaires. C'est aussi une manière de nous rendre responsables de créer des armées, des unions, des confédérations fortes pour protéger notre continent et ainsi assurer notre puissance. Alors, Monsieur Niamsi, vous avez parlé du terro-journalisme en Afrique et vous parlez aussi d'un récit médiatique qui déforme la réalité africaine. Comment changer cette narration, notamment depuis les médias africains eux-mêmes? Alors, moi, je pense que la première des choses, c'est toujours de s'assurer de qui finance un média. Vous savez, celui qui finance un média, c'est lui qui dicte ce que le média doit faire. Donc il faut commencer par autonomiser financièrement les médias africains. Il faut que ces médias soient soit des médias d'État, donc financés sur les fonds publics, soit qu'ils soient des médias privés, mais dont on sait que ce sont des entrepreneurs locaux sur fonds propres qui les financent. Premier point, s'assurer que nous avons la capacité de financer nos médias. Or, c'est l'un des points faibles, c'est même le premier point faible du système médiatique africain. Deuxième point important, il nous faut filtrer les médias étrangers qui sont autorisés chez nous. Parce que tout le monde le fait chez lui. Or, l'Afrique, c'est le territoire, c'est le no man's land médiatique, où toutes les chaînes, toutes les influences entrent et sortent comme dans une cour du roi Péto. Il faut une législation pour protéger le mental des Africains de la pollution médiatique des impérialistes, des néocolonialistes et de tous ceux qui, derrière les ONG, derrière les associations, derrière les bonnes intentions, viennent en réalité détruire les valeurs sociétales africaines en tentant d'imposer le transhumanisme, la perversion, la déviance comme étant les nouvelles normes civilisationnelles. Il faut donc, par conséquent, encadrer les médias par la législation. Et puis, il y a un troisième niveau, il nous faut former nos journalistes en leur donnant non pas simplement la culture technique du journaliste que vous avez, celle qu'on obtient dans les écoles de journalisme, mais une conscience panafricaine. Parce qu'on ne peut pas exercer son journalisme un peu comme on ferait des recettes de cuisine. Il faut se dire, je suis journaliste, mais je suis africain, je suis africaine. Et quel est mon devoir envers ma communauté ? En tant que journaliste, en tant que professionnel de l'information, quelles sont les limites que je ne dois pas franchir pour ne pas, littéralement, tirer une balle dans le pied de ma propre communauté. Donc, il me semble qu'il faut une dimension de conscience patriotique, citoyenne, panafricaine, à l'ensemble des professionnels des médias dans la période que nous traversons. Enfin, pour que nous ayons une presse de qualité, mais il faut qu'elle soit ouverte à tout le génie de la société. La presse doit laisser respirer la diversité des pensées. Elle ne doit pas être, comment je peux dire, elle ne doit pas être monochromique, elle ne doit pas être idéologiquement, je peux dire, psychorigide. La presse doit être un espace où on discute quand même. C'est-à-dire où on peut entendre ce qu'on ne voudrait pas entendre. Pour moi, voilà 4 conditions pour avoir une bonne presse et de bons médias en Afrique. Alors, professeur Niamsi, vous êtes président de l'Institut Afrique des Libertés. Institut de l'Afrique des Libertés. Institut de l'Afrique des Libertés, voilà, qui est basé à Bamako. Quelle est sa mission principale? 4 missions. Première mission, un plaidoyer, produire les écrits, les audios, les vidéos
pour un plaidoyer sur 4 points, les 4 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Obtenir le départ total de toutes les troupes colonialistes, néocolonialistes et impérialistes du sol africain. Mettre fin aux monnaies, à la domination monétaire et économique étrangère en Afrique, notamment symbolisée par la monnaie coloniale du franc CFA. Troisième objectif, soutenir toutes les synergies pour empêcher les ingérences étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Quatrième objectif, produire tout le matériau pour que les institutions africaines soient l'expression de la civilisation africaine. Alors justement, M. Niamsi, est-ce que vous pensez qu'on pourra mettre fin à l'hégémonie du franc CFA aussitôt, parce que ça fait quand même déjà 3 ans que les pays du Sahel se sont implantés. Il y a des personnes qui reprochent aux dirigeants des pays de l'Alliance des États du Sahel de ne pas déjà avoir leur propre monnaie. Quel est un plan d'action qui serait viable Alors, moi, je crois qu'il y a 3 attitudes à ne pas avoir face à la question monétaire. La première attitude, c'est qu'il ne faut pas mentir et se mentir. Le franc CFA est une monnaie qui a été faite pour empêcher les pays africains de se développer. Il faut supprimer le franc CFA. Ça, c'est scientifiquement établi. Le maître ouvrage dans ce domaine nous a été légué par l'immense professeur Joseph Tchundja-Mpwemi. En 1984, il a écrit « Monnaie, servitude et liberté » avant d'être assassiné. Toute la doctrine scientifique du démantèlement du CFA s'y trouve. Tout ce que vous pouvez lire après, c'est un commentaire de Tchundja-Mpwemi. Donc, la vérité d'abord. Deuxième chose, mais il faut prendre conscience du danger qui va courir autour de la réforme du CFA. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie africaine a économisé en CFA. La bourgeoisie africaine a des réserves de CFA. Et dans certains pays, comme notre pays, le Cameroun, il y a des gens qui ont des banques chez eux, constituées de monnaie physique, de cette monnaie-là. Donc, il faut savoir qu'il y a donc des forces et des résistances conservatrices à l'intérieur des systèmes économiques, des systèmes politiques et même géopolitiques qui, ayant misé sur le CFA, sont en train de se préparer à le saboter, à en saboter la suppression. D'autant plus que si vous supprimez le CFA ici et que vous êtes entouré de pays de CFA, il y a toute une politique à mener par rapport à ces pays. Donc, attention, ça va être une réforme avec des conséquences sociales, des conséquences politiques, des conséquences économiques, des conséquences géopolitiques et géostratégiques. Voilà pourquoi il ne faut pas la mener avec précipitation. Et puis, troisième chose qu'il faut éviter, quand on parle du CFA, c'est d'en parler comme si les Africains découvraient la monnaie avec le CFA. L'Afrique a inventé la monnaie longtemps avant l'Occident. Nous sommes la première civilisation monétaire de l'histoire. Dans l'Égypte négro-pharaonique, il y a 3000 ou 4000 ans, on utilisait le blé comme unité monétaire et des tablettes de blé qui représentaient les quantités de blé stockées par une personne dans les silos que gardaient les prêtres gestionnaires de l'Égypte antique, étaient la monnaie. On voyageait avec ces tablettes, on pouvait acheter ce qu'on voulait avec ces tablettes qui étaient l'équivalent d'une réserve de blé. Un peu comme aujourd'hui, les réserves d'or sont les garanties des systèmes monétaires. Donc, nous, par exemple, les Camerounais, on avait notre monnaie. À la fin du 19e siècle, nous avions une monnaie qui s'appelait le KRU, K-R-U. Et beaucoup de jeunes Camerounais, Camerounaises ne savent pas que nous avions notre monnaie. Et qu'elle était même supérieure à la monnaie allemande, à la monnaie britannique à l'origine. Donc, on veut en quelque sorte terroriser les Africains en leur faisant croire qu'aller vers leur propre monnaie, c'est faire quelque chose d'impossible et que peut-être le ciel va leur tomber sur la tête. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Alors moi, je vis maintenant en partie dans l'année au cœur du Sahel, puisque l'Institut de l'Afrique des Libertés est basé à Bamako. Je peux vous dire que la détermination des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel à bâtir leur propre monnaie inébranlable, elle est inarrêtable. Et enfin, je vous dis aussi que le franc CFA, en fait, il est déjà mort. Il est déjà mort. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays africains payent et font leurs transactions économiques aujourd'hui sans le franc CFA. Par exemple, beaucoup de pays africains payent en lingots or. Donc aujourd'hui, on est capable d'acheter ce qu'on veut dans le monde sans passer par cette maudite monnaie. Donc elle va être démantelée, je peux vous le dire avec certitude. Les 3 étoiles polaires de la révolution africaine vont se débarrasser, mais proprement, du franc CFA. Mais n'oubliez pas, il y a 3 précautions, je les ai soulignées, et il faut ici faire preuve de responsabilité en même temps que de courage. Alors,
Monsieur Niamsi, en tant qu'universitaire, comment percevez-vous la jeunesse africaine d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle est à la hauteur du défi que vous décrivez souvent dans vos récits? Mais écoutez, Mariam, je reviens du Burkina Faso, où j'ai passé une dizaine de jours. J'ai été frappé en descendant à l'aéroport de Ouagadougou par le renouvellement générationnel de tout le personnel, des responsables qui assurent aujourd'hui la direction de ce pays, et de l'aéroport jusqu'au palais présidentiel. J'ai vu une génération qui, en moyenne, est de 10 ans plus jeune que moi et qui est aux affaires du Burkina Faso. Nous qui venons du Cameroun avons été élevés, comme beaucoup de gens en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, au petit lait de « à 60 ans, on est encore jeune ». Il faut attendre. La moyenne d'âge de nos dirigeants, par exemple, en Afrique centrale, elle est autour de 75 à 80 ans. Au Burkina Faso, la moyenne d'âge des dirigeants coupe autour de entre 35 et 40 ans. Donc le Burkina est la preuve. Déjà parce qu'il a réalisé ces 3 dernières années, avec une élite renouvelée, pratiquement à tous les niveaux, que la jeunesse africaine est capable de faire face à son destin. Oui, allez au Burkina, vous allez voir que, en fait, les jeunes Camerounais peuvent gérer le Cameroun tout de suite. Il y a des Camerounais, il y a des Gabonais, il y a des Sénégalais. Vous voyez, à la tête du Sénégal, ce sont des quarantenaires qui tiennent la présidence de la République et le gouvernement. Mais la plupart des révolutions africaines dont on parle, elles ont été faites par des hommes qui avaient moins de 40 ans. Les grands révolutionnaires africains sont presque tous morts avant leur quarantaine. Donc, on essaye de faire croire aux jeunes Africains qu'ils doivent en permanence attendre, alors que partout ailleurs, la loi de la vie, la loi de l'histoire, c'est la transmission d'expériences de génération en génération et la confiance.